que ce soit sur on. Résilience, agilité et digitalisation au service du développement des industries. Vous représentez S2I, on en a parlé tout à l'heure. Christelle Morancé, la présidente de région, en a parlé. Absolument. S2I Ouest. En 2 mots, vous avez des agences un peu partout sur le territoire. Rennes, Lannion, Brest, Caen, Le Mans. Absolument. Vous accompagnez les entreprises. Et ailleurs aussi. Oh bah. Je vais le dire. Vous accompagnez les entreprises dans leur transformation numérique. Vous intervenez dans le développement logiciel, l'infrastructure, les systèmes réseau et la cybersécurité. Ça, on va en parler toute la journée de cybersécurité. C'est vraiment un sujet concernant pour les chefs d'entreprise. Touchez pas. Vous pouvez parler avec. Et vous comptez actuellement 600 collaborateurs en France ou ça a encore... non, sur le Grand Ouest, à l'échelle mondiale, en fait, vous existez avec 10 000 collaborateurs, c'est ça 10 000. Et vous évoluez sans cesse et vous recrutez sans cesse, si j'ai bien compris. Absolument. Et c'est à vous, messieurs. Éric Gourmel, responsable d'agence pour le groupe S2I, et Gérard Larry, conseil en stratégie pour le groupe S2I. Allez, on y va. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Content d'être avec toi, Gérard, parce qu'effectivement, en préparant cette petite intervention, on a passé pas mal de temps ensemble en fait, au demeurant. Et donc effectivement, on va parler de résilience, d'agilité, de digitalisation, tout ça pour le développement des industries et plus généralement des entreprises. J'ai cru comprendre que tu étais venu aussi avec quelques exemples. On va parler de chou-fleur, on va parler d'oignons, on va parler de quoi mais en tout cas, chou-fleur et oignons. Exactement. Mais on va démarrer avec une petite anecdote autour de Google. Oui. Alors bonjour à tous. Et puis avant de parler de Google, je voulais juste rebondir sur 3 intervenants qui sont passés avant nous ce matin. Donc d'abord Yannick Bestaven, qui était censé parler de technologie, qui en a parlé un peu, mais qui a parlé beaucoup d'hommes et d'aventures humaines. Et je pense que ça va être un sujet qu'on va aborder aussi, et où on se retrouve, en fait, comme d'ailleurs avec le discours de Madame la Présidente de Région, puisqu'elle a parlé aussi beaucoup de recrutement et de formation. Et puis le dernier, Stéphane Le Foll est intervenu aussi. Il a beaucoup parlé à la fin de son intervention sur l'innovation et la nécessité d'innover, et notamment d'innover pour le changement climatique. Mais moi, ça m'a fait tout de suite sourciller, parce que récemment, j'ai été très très surpris. Je crois que je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une nouvelle licorne française qui s'appelle Sorare, qui a levé 400 ou 500 millions d'euros, 500 millions d'euros, ce qui lui donne une valorisation de 4 milliards d'euros. Renault, c'est 8. D'accord. Sorare a 3 ans d'existence. Et est-ce que vous savez ce que fait Sorare ? Elle fait des NFT. Alors, elle fait des NFT, effectivement. Donc, des images numériques, on va dire. En fait, moi, je vais le dire avec mes mots. Donc, elle fait des panini numériques. Des panini numériques, alors qui vont un peu au-delà du modèle panini, parce qu'évidemment on peut créer son équipe, on peut jouer contre d'autres. Mais alors cette société, donc qui a levé 500 millions d'euros, elle utilise de la technologie et de la technologie innovante, et notamment elle est basée sur la blockchain. Or, je ne sais pas si vous le savez, mais la blockchain, c'est quand même la technologie la plus énergivore qui existe aujourd'hui. Et l'avantage social d'avoir des panini virtuels, donc l'innovation c'est bien, est-ce que derrière, et je le mets en parallèle avec par exemple Total Energy, alors je ne suis pas un pro de Total Energy, mais on interdit à Total Energy de sponsoriser les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'action Total Energy ne rentre plus dans certains fonds qu'on appelle les fonds ESG, dit les fonds verts, alors que Total Energy est l'entreprise certainement qui a le plus de moyens pour investir, et qui le fait, et que par ailleurs, et ça nous ramène à notre sujet, par ailleurs, elle sait qu'elle va, si elle ne fait rien, elle va mourir. Parce que forcément, à un moment donné, le pétrole, il n'y en aura plus. Donc si elle n'investit pas ailleurs, sur d'autres technologies, eh bien, elle meurt,
Et donc, elle ne fera pas preuve ni de résilience ni d'agilité. Thème de ce que nous allons aborder. Alors, pour revenir à Google, donc, et son patron, Sundar Pichai, excusez-moi pour la prononciation. Il fait partie de la grande diaspora indienne qui est à la tête de beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises de la tech aux États-Unis. Et donc, Sundar Pichai dit que nous avons en fait dans les mains 5 boules, ou 5 balles, et que nous jonglons avec ces 5 balles. Donc, ces balles représentent le travail, représentent la famille, la santé, les amis, son cercle amical et ses passions, et son âme et sa conscience. Et donc, en fait, sur ces 5 balles, il y en a une qui est en caoutchouc et 4 autres qui sont en verre. Est-ce que vous voyez où je veux en venir, où veut en venir Sundar Pichai? Donc, quelle est celle qui est en caoutchouc? Eh bien, c'est la balle du travail. C'est-à-dire que si elle tombe, donc si on a un problème dans son travail, on est censé pouvoir toujours rebondir, retrouver un travail, changer de poste, changer de géographie, changer de métier, changer de secteur d'activité, mais on est capable de rebondir. Alors que par contre, si les balles qui concernent donc la famille, la santé, les amis ou son âme ou sa conscience, si celle-ci tombe, elles ne reprennent jamais, à la différence de la balle en caoutchouc, leur position initiale, leur structure initiale, et elles ne rebondissent pas. Donc, parce que le problème reste, entre guillemets, après. Et donc modifie significativement. Et j'en finirai là pour cette anecdote. Pour moi, l'entreprise est une balle en caoutchouc. Et cette balle en caoutchouc, si elle est résiliente et agile, elle doit pouvoir reprendre sa position, sa structure, sa forme, et elle doit être en capacité de rebond. Alors justement, on parlait de rebond. C'est vrai que aujourd'hui, les sociétés et les industries, elles ont vécu durant ces 20-25 dernières années beaucoup d'étapes. On passe à des choses qui étaient plutôt programmées, le passage en 2000, l'euro et autres. Là, on peut dire ce qu'on veut, mais la Covid a vraiment perturbé quelque part les industries, les entreprises françaises. Pour toi, quelles sont les évolutions justement majeures dans cette dynamique de résilience? Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de résilience, mais la première des vertus de la résilience, c'est l'acceptance aussi, quelque part. Oui, alors pour moi, la résilience, elle se base aussi sur l'ADN de l'entreprise, c'est-à-dire son histoire, ses clients, ses collaborateurs, son territoire. Et elle doit avoir ancré au fond d'elle quand même un certain nombre de valeurs et de références à son histoire. Et donc, que moi, je m'aperçois, parce que ce que je vais vous dire ce matin, entre guillemets, c'est principalement basé sur du pragmatisme et ce que j'ai vu au sein de S2I et de nos clients. C'est pas, j'en tire pas une philosophie ou un modèle économique ou des concepts fumeux. C'est vraiment basé sur ce que j'ai vu et du pragmatisme. Et donc, ce que m'amène cette notion de résilience, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les événements se bousculent beaucoup plus vite, sont de plus en plus complexes, de nature différente, et confrontent l'entreprise à des problèmes qu'elle n'a jamais véritablement été confrontée auparavant. J'ai l'impression qu'on a passé c'est comme dans un jeu vidéo, on a passé plusieurs niveaux. Et donc là, maintenant, on se retrouve à un niveau où les événements vont beaucoup plus vite, sont beaucoup plus rapides, sont beaucoup plus complexes et inattendus. Et brutaux aussi, parce que là on parle de la Covid, mais si on parle effectivement d'événements politiques de ces dernières semaines, je pense aux sous-marins australiens, derrière le problème géopolitique, il faut voir toutes les entreprises qui ne vont pas travailler pour ces 30 milliards d'euros. Les entreprises, par exemple, ont été confrontées dans les 3 dernières années, les entreprises françaises, mais il y a eu le Brexit, il y a eu effectivement la Covid. Il y a des réglementations qui interviennent de plus en plus rapidement et de plus en plus contraignantes.
Il y a des risques technologiques qui sont de plus en plus fréquents. Et il y a 5 ans, ils existaient déjà, par exemple, les risques autour de la cybersécurité. Mais bon, c'était, j'allais dire, c'était pas aussi prégnant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans qu'une entreprise, on apprenne qu'une entreprise a été attaquée, ou un État, ou une organisation significative. Donc ça, c'est des mouvements qu'on n'avait pas l'habitude de voir au sein d'une entreprise aussi rapprochée. Je prends un dernier exemple. On voit bien qu'il y a de plus en plus de catastrophes naturelles et que ces catastrophes naturelles vont forcément aussi interagir avec les entreprises. Alors peut-être pas toutes, ça va dépendre des secteurs d'activité. Mais par exemple, aujourd'hui, on voit, on est quand même dans des régions, l'agriculture en France est quand même encore un grand secteur. On voit bien les crises sur les matières premières et notamment le blé, le prix du blé qui augmente, lié à des problèmes politiques en Russie, lié au fait qu'il y a eu une catastrophe, la sécheresse au Canada, ce qu'ils n'avaient jamais connu. Voilà. Donc tout ça, ça impacte effectivement l'entreprise et ça doit lui demander d'être beaucoup plus agile. Et en même temps de bien savoir ce qu'elle sait faire, ce qu'elle veut faire, et donc de rester ferme sur ses bases pour justement essayer de rester résiliente. Et justement, la difficulté, parce qu'on parle de résilience, donc d'acceptance, certaines entreprises ont modifié leur business model, ont modifié leur façon aussi de manager, avec des écueils, malheureusement. Tu parlais tout à l'heure de cybersécurité. La difficulté, typiquement, que certains de nos clients qui travaillent dans la sécurité nucléaire, dans la défense, du jour au lendemain, se retrouvent à travailler chez elles. Qu'est-ce qui, pour toi, justement, a été le plus bouleversant dans cette transformation ? Je pense que c'est un peu... Je vais faire référence à ce qu'a dit Yannick Bestaven, qui passe. Yannick a dit ce matin dans son discours qu'il avait pensé à tout avant le départ. Et puis après, il a pris le départ et il lui arrivait un tas de trucs auxquels il n'avait jamais été confronté auparavant ou auxquels il n'avait pas pensé. Eh bien, là, pour le coup, l'arrêt brutal décidé par le gouvernement français pendant 3 semaines, jamais ça n'a été dans des plans. Toutes les entreprises, et notamment S2I aussi, on fait des plans de continuité d'activité, on fait des plans de reprise d'activité, mais jamais on n'avait imaginé, dans nos scénarios de test, qu'on serait fermé pendant 3 semaines et que les locaux seraient inaccessibles. 3 semaines, mais ensuite après aussi, puisqu'il y avait quand même une volonté de favoriser le télétravail à 100%. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose d'inattendu et qui a eu forcément des conséquences. Alors des conséquences que l'on a réussi à lever avec nos clients, notamment en faisant effectivement du télétravail, mais quid par exemple de nos activités dans le domaine de la défense ? Faire du télétravail avec des projets classifiés, on a tâtonné avec nos clients sur ces projets-là quelques semaines, voire quelques mois, pour trouver des solutions qui soient efficaces et qui permettent quand même, non pas de geler les projets, mais de continuer à travailler pour quand même que les développements puissent se faire, tout en maintenant le niveau de sécurité nécessité par la confidentialité de ces projets. Et justement, il n'y a pas que ça, parce que, excuse-moi, pas que ça, mais il y a le fait aussi qu'on avait testé, nos liaisons fonctionnent. Bon, super, très bien. Puis, mais nos liaisons fonctionnent pour faire du mail. Et puis tout d'un coup, tout le monde se met à faire du Teams ou du Zoom. Ah là, oui, mais là, il y a certains tuyaux, ça passe plus. Donc là aussi, inattendu, on avait prévu une infrastructure qui tenait la route, et puis quand on voit les usages qui sont liés au télétravail, on s'aperçoit que certaines branches du réseau avaient été un tout petit peu sous-dimensionnées. Alors il y a le problème effectivement de l'infrastructure par rapport à cette activité de digitalisation, parce que
on parle là beaucoup de résilience, on va parler aussi d'agilité. Une des sources d'agilité, ça a été justement de mettre en place le Teams, le Zoom et autres. Il y a des chiffres qui sont sortis dernièrement dans des revues économiques qui disaient que justement la difficulté, c'est que 12% des réunions ne vont pas au bout parce que comme on prévoit qu'une heure de réunion, on ne manage plus le résultat de cette réunion, mais on manage le temps passé, et donc on est obligé de reprogrammer une réunion. Et ça aussi, ça change complètement la vie des entreprises. C'est vrai, tu as raison, et en même temps, je pense que si on est vraiment si on regarde vraiment ce qu'on faisait auparavant quand on faisait beaucoup de réunions en présentiel, je ne suis pas sûr que l'efficacité ait été toujours au rendez-vous. Parce que les ordres du jour, quand ils existaient, n'étaient pas toujours traités à fond. Il n'y avait pas forcément des plans d'action qui étaient des résumés, des synthèses de ces réunions. Donc, je pense qu'au contraire, moi, je vois quand même un intérêt au fait que les réunions, à travers justement des outils comme Teams ou Zoom ou autres, elles sont cadrées. Elles durent une demi-heure, une heure, et elles obligent quand même à une certaine gestion du temps qui n'est pas contre l'efficacité, me semble-t-il. Mais en contrepartie, ça t'oblige à manager différemment puisque tu n'as plus tes équipes auprès de toi. Bien sûr. Et si je prends le cas justement d'un industriel qui est en cycle en V traditionnel, qui est très cadencé, mécaniquement, il y a un profond changement. Il y a un profond changement et aussi il y a un problème auquel on ne pense pas toujours. Et pourtant, par exemple, pour le cas de S2I, nous sommes une ESN, donc nous devrions tous être, et moi le premier, formés et super formés. Mais quand vous passez du jour au lendemain à Teams, toute la population n'est pas forcément formée à l'usage de Teams, d'autant plus que comme on a des gens qui sont très brillants au sein de la société, il y a des geeks et qui commencent à faire du partage de fichiers, qui considèrent que Teams devient un outil corporate et sur lequel on va mettre beaucoup de choses. Eh bien, on voit la fracture entre guillemets numérique, hein, si je reprends ce terme, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne pense pas non plus toujours à la formation sur ce type d'outils. Et on a vu donc dans le deuxième trimestre de l'année 2020 florès de formation autour de ces outils et de l'utilisation de ces outils pour l'ensemble de la population des entreprises. Si on fait un petit focus, donc on parle d'agilité avec des outils qui sont effectivement des moyens de mieux produire. On parlera notamment de plans stratégiques parce qu'ils prennent cher. Hein. C'est vrai que là où avant on voyait à très loin, aujourd'hui les événements de ces dernières années font qu'on essaye de raccourcir. Mais si tu nous parlais un petit peu d'un exemple de digitalisation, une histoire d'oignon, une histoire de chou-fleur, c'est une belle histoire en tout cas. Oui, je vais vous parler effectivement d'une société qui nous fait l'honneur d'être un de nos clients. Donc, elle s'appelle Brittany Ferries. Brittany Ferries, c'est une société qui a été créée en 1972 et qui a pour principaux actionnaires des coopératives agricoles et la chambre de commerce de Morlaix. En fait, ça a été fait pour effectivement, dans un premier temps, vendre des oignons de Roscoff et des choux-fleurs armoricains aux Anglais. Et puis, au retour de ces bateaux, une fois qu'ils avaient livré leurs oignons et leurs choux-fleurs, on s'est dit comment les remplir. Et donc, les Anglais qui étaient intéressés à venir sur le continent, et de plus en plus, ont été la principale ressource touristique de Brittany Ferries, qui a armé de plus en plus de bateaux. Au fur et à mesure des années 70-80, donc le business a très bien fonctionné. Et puis ensuite sont intervenus des concurrents qui existaient auparavant, mais qui se sont dotés de flottes
de ferry rapide à Calais. Le tunnel sous la Manche est arrivé. Et puis, en fait, les grandes marketplaces aussi de tourisme. C'est-à-dire que les Anglais, principalement, quand ils venaient en France, ils avaient besoin évidemment d'une traversée, mais ils voulaient aussi une chambre d'hôtel, louer une voiture, louer des vélos, réserver un restaurant, et ainsi de suite. Et donc, Brittany Ferries n'était pas armée pour faire ça, et donc elle a vu une partie de son... Elle ne maîtrisait plus ses clients, puisqu'une partie du trafic passait par des marketplaces touristiques de genre Booking ou TripAdvisor ou autres grands du domaine. Ensuite, se sont rajoutés évidemment les phénomènes Brexit et Covid. Donc pour vous donner un ordre d'idée, le chiffre d'affaires de Brittany Ferries est passé de 470 millions en 2019 à 200 millions en 2020. Là où ils transportaient 2,5 millions de passagers en 2019, il n'y en avait plus que 750 000 en 2020. Donc la pérennité de l'entreprise était très très engagée. L'entreprise avait déjà fait 2 projets avec 2 intégrateurs. Et les 2 projets avaient été arrêtés. L'un par le fournisseur qui avait dit « moi stop, j'arrête, ça va me coûter trop cher ». L'autre par Brittany Ferries qui avait dit « non, là vous ne comprenez pas ce qu'on veut, donc on va arrêter ». Et nous, on est arrivés fin de 2019 sur ce projet qui devenait vital pour l'entreprise, puisque c'était l'idée de refaire en fait tout le site de e-commerce de Brittany Ferries, et l'idée et le CRM, et d'en faire justement le principe de tour opérateur qui permettent à Brittany Ferries de vendre à la fois ses voyages, ses tickets, mais aussi des chambres d'hôtel, de faire de la réservation, de packages complets. Juste, en fait, ils ont changé complètement de modèle économique. Alors, ils ont changé complètement. Ils avaient déjà ce modèle économique, mais il n'était pas performant parce que leur site n'était pas performant et ils ne l'avaient pas revu, ils ne l'avaient pas refait depuis très longtemps. Et les 2 projets qui avaient avorté avaient donc mis dans un corner en fait le Brittany Ferries. Donc, je dois dire qu'on n'est pas forcément meilleur que les 2 intégrateurs qui sont passés avant nous. L'idée, c'est pas de vous faire le panégyrique de S2I. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu des conditions favorables et qu'on a demandé d'ailleurs pour partie, parce qu'on a beaucoup hésité avant de prendre ce projet, sachant que nous connaissions les 2 intégrateurs qui avaient loupé le projet auparavant. Et en fait, les conditions ont été que, le directeur général s'est lui-même impliqué à titre personnel et était le product owner du projet, considérant que c'était un projet de vie ou de mort pour son entreprise. Le deuxième aspect, c'est qu'il est passé au-dessus de son organisation, qui était, comme beaucoup d'entreprises, un peu silotée, et qu'il a fait une équipe projet hors les murs, on va dire, de son organisation. Et puis le troisième point, c'est qu'on est passé d'un modèle client-fournisseur traditionnel à des équipes intégrées qui avaient un même et unique objectif, c'était la réussite du projet. Et à la fin des fins, c'est ce qui a permis que le projet sorte en temps et en heure, et malgré la Covid l'année dernière. Et aujourd'hui, donc c'est reparti, on va dire, parce que le voyage repart de plus belle. Les avions, on va attendre encore malheureusement quelques mois. Quels sont le retour d'expérience qu'on peut avoir quel retour Brittany Ferries a donné? Je pense que pour revenir à ce que disait Yannick Bestaven, c'est toute une histoire d'homme. Donc déjà, quand on a le sponsorship du directeur général d'une entreprise qui considère qu'effectivement la digitalisation ou la réussite de ce projet, même s'il n'était pas finalement s'il peut y avoir d'autres projets qui ne sont pas forcément toujours digitaux, mais qu'il s'implique lui-même et qu'il en fasse son projet, c'est véritablement un facteur de succès. Ça ne suffit pas, mais c'est quand même un facteur de succès. 2, ça nécessite que les organisations soient souvent revues, parce qu'il y a des silos et il faut casser les silos. Et le troisième aspect,
que j'ai indiqué, c'est que pour moi, la relation client-fournisseur qu'on pouvait avoir dans un cycle en V traditionnel ou dans des projets au forfait traditionnel, tels qu'on les a pu les connaître auparavant, sur ce type de projet, c'est un peu dépassé. Sur la partie industrielle, aujourd'hui, on le voit bien à travers le post-Covid, les gens se posent la question. On a parlé des matières premières, on pourrait parler aussi de la logistique, hein, puisque aujourd'hui, les conteneurs ne voyagent plus en Europe, enfin plus comme dans les conditions économiques qui devraient être. Beaucoup d'industriels, justement, se posent de questions. Est-ce que je dois un peu plus digitaliser, entre guillemets, mon business? Est-ce que je dois faire du make or buy? Est-ce que je dois revoir complètement mon business model, mon modèle économique? Quand on a préparé, tu disais souvent, d'abord, il ne faut surtout pas rester seul, parce que je crois que le plus gros écueil, c'est de rester seul. Ah oui, il ne faut pas rester seul. Mais avant, ça me fait penser sur la relocalisation, deux aspects. Donc, premier, on dit on va relocaliser. Alors, je pense que c'est très bien de relocaliser. Mais est-ce que c'est aussi facile que ça? Ça, c'est moins sûr. Alors, on a relocalisé, par exemple, les masques. Parce qu'on n'en avait pas, qu'il fallait absolument, c'était un effort de guerre quasiment, hein, puisque Macron avait parlé de guerre face au Covid. Dans l'effort de guerre, il faut faire des munitions. Les munitions, c'était les masques. Bon, on a relocalisé. Mais ça a un temps. Et puis relocaliser sur certains secteurs d'activité, oui, on peut relocaliser de manière théorique. Mais après, avec qui? Qui va faire? Il y a des secteurs d'activité, Madame la présidente de région en parlait, il y a des pénuries. Il y a des pénuries et des pénuries qui ne sont pas juste conjoncturelles, qui sont structurelles. Hein. Donc, relocaliser, oui, mais on ne va pas tout relocaliser. C'est faux. C'est complètement faux. Et je vais vous donner un autre exemple qui est dans le make or buy, c'est-à-dire que effectivement, durant cette crise, des grandes organisations, des grands clients avaient sous-traité de manière très très forte dans une logique mondialisée. Et ils se sont dit, finalement, on va moins sous-traiter. Et puis on va faire à la place d'eux. Ah oui, mais quand on a une longue expérience du faire-faire, donc passer du faire-faire au faire, je vais vous donner un exemple qui nous a concernés, je ne citerai pas le client, mais il y a un client qui nous dit, bon, vous savez quoi, on vous aime beaucoup, S2I, on a tenu tout ce qu'on pouvait, mais là, notre carnet de commandes s'effondre, on va être obligé d'arrêter la sous-traitance et on va faire à votre place. Bon. Mais pour faire à votre place, comme ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, on va vous demander un transfert de compétences. Donc ça, c'était en juin 2020. Donc le transfert de compétences se fait durant l'été. Et puis au mois de septembre, il y a ce même client, qui est une très très grosse entreprise, hein, qui vient nous voir et qui nous dit, bon, alors écoutez, déjà, ça va un tout petit peu mieux pour nous. On voit un peu la sortie de la crise. Et puis on s'est aperçu en fait qu'on ne va pas y arriver au fer. Hein. Donc si vous êtes d'accord, monsieur S2I, on voudrait reprendre quelques ingénieurs que vous aviez auparavant et qui nous faisaient ceci et cela. Donc, ça c'est aussi pour moi l'illustration que dans les plans, il faut véritablement penser est-ce qu'on est capable de revenir en arrière? Et ce n'est pas toujours le cas. Et c'est de moins le cas. Alors, sans parler de revenir en arrière, c'est aussi peut-être de mieux redéfinir le core business. C'est-à-dire que c'est vrai que pendant très longtemps, on a utilisé, alors si on prend le métier de la prestation de services intellectuels, comme plutôt du surcroît d'activité, mais pas dans une volonté de dire tiens, ça je vais garder parce que c'est mon core business, ça je vais l'externaliser parce que soit j'ai pas les compétences, c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore de formation et de reskilling, mais ça a été aussi un des grands enseignements de la Covid, mais soit j'externalise parce que effectivement j'ai pas la compétence, soit j'externalise parce que justement je veux un expert. Toutes les cartes aujourd'hui sont rebattues, on le voit bien.
Oui, absolument, absolument. Mais je crois que tout à l'heure, tu disais les plans stratégiques ont du plomb dans l'aile. Alors je pense que oui et non, c'est-à-dire que le plan stratégique, il a toujours une utilité pour fixer une cible. Et un peu comme Yannick, il sait qu'il doit partir des Sables d'Olonne et revenir aux Sables d'Olonne, mais que pendant le voyage, il risque de se passer des choses qui vont modifier en fait son parcours et qu'il doit en tenir compte. Et je pense que effectivement, le plan stratégique a toujours une nécessité dans la mesure où il fixe un cap, un objectif, mais que par contre, il faut être et que d'une certaine manière, donc, c'est là où effectivement on doit définir quel est son ADN, son marché, son savoir-faire, cœur de métier, et sur lequel on ne va pas transiger. Et puis, quelque part, d'autres, dans le courant de ce plan stratégique, avoir plusieurs scénarios évolutifs et agiles qui permettent de tenir compte des éléments extérieurs dont je disais tout à l'heure que pour ce qui me concerne, je trouve qu'ils sont de plus en plus rapides, de plus en plus profonds et de plus en plus complexes. Et pas maîtrisés par l'entreprise, puisque souvent, c'est des phénomènes extérieurs à l'entreprise. Un autre exemple de transformation digitale, de digitalisation. Tout à l'heure, justement, Yannick parlait de la dynamo. Moi, je vais parler des pages jaunes, ouais. Parce que certains ont connu les pages jaunes. Enfin, en tout cas, moi, j'en fais partie. Elles n'existent plus aujourd'hui en tant que telles. Néanmoins, c'est une entreprise qui s'est transformée, hein, c'est-à-dire qui a voulu rendre et qui veut rendre un service à l'égal de ce qu'ils fournissaient auparavant, néanmoins sous une autre façon, et ils ont externalisé, ils ont été chercher justement un pôle d'expertise pour apporter cette transformation digitale. Oui, absolument. L'exemple de ce local est un exemple comme Brittany Ferries, dans lequel en fait on voit la résilience, en tout cas j'espère pour ce local, la résilience et l'agilité. Alors la résilience, donc ce local, c'est une entreprise qui était filiale de France Télécom, qui a été vendue en 2006, vendue à travers un système de type LBO, dans lequel il y avait un certain nombre de managers et des fonds. Alors le système de LBO, il est très bien quand tout va bien, il est très mauvais quand tout va mal. Et donc, parce que vous avez une dette colossale qui vous permet de prendre le capital de l'entreprise, mais vous devez rembourser cette dette. Hein, enfin, grosso modo, rapidement, en mettant moins d'argent au début, mais en remboursant. D'accord ? Et il se trouve que ce local, donc page jaune, qui faisait des annuaires papier, qui était en situation de quasi-monopole en France, avec un business très très rentable, a vu ce business complètement s'effondrer, hein, plus de papier, et par contre donc du digital et de l'internet, mais avec des concurrents qui s'appellent Google, Facebook et autres grosses places de marché. Donc, ce local, page jaune devenant ce local, pour bien montrer qu'elle n'était plus attachée aux pages jaunes, au papier, ce local est devenu une entreprise qui avait un des très gros compétiteurs, deux qui devaient investir massivement dans des nouveaux outils numériques, et trois qui avaient une lourde dette à rembourser. Donc ça, c'est un peu la quadrature du cercle. Et donc, en fait, ils ont été de problèmes économiques en problèmes économiques, à tel point que donc notre client, qui était le CTO, le Chief Technical Officer de ce local, en 2017 a arrêté complètement la sous-traitance, et en 2018 a été amené à faire un PSE. Un PSE où il a été amené à se séparer de la moitié, enfin, ou en tout cas le plan l'amenait à se séparer de la moitié de la direction technique qui était basée à Rennes, d'une partie de la direction technique qui était basée à Rennes. Alors quand vous faites un PSE sur une population de directeurs de projets digitaux, de chefs de projet, de lead tech et ainsi de suite, hein, vous vous rendez compte très vite que le PSE, en fait, tout le monde voulait partir. Hein, et qu'il y avait plus de départs que ce qui était souhaité par le PSE. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, en parallèle, et donc ceux qui restent ne sont pas forcément toujours les meilleurs, parce qu'évidemment, ceux qui partent le plus tôt sont souvent ceux qui sont les plus connus, les plus émérites, les plus chassés.
Et puis, autre point majeur, c'est que les développements devaient toujours être faits, hein, quand même, pour exister encore, hein, et survivre. Et donc, avec ceux qui restaient, qui n'étaient pas très motivés, et avec des organisations silotées. Donc, le CTO en question, il a dit, ben voilà, je vais abandonner ma casquette de CTO et je vais prendre la casquette de DRH. Et en fait, pendant 2 ans, il n'a fait que écouter les collaborateurs qui restaient, que essayer de les motiver, que essayer de les former, parce qu'en parallèle de tout ce que je viens de vous expliquer, il voulait passer dans un modèle agile, comme leurs concurrents, et passer dans un modèle dit Spotify. Donc, PSE, chute du chiffre d'affaires, chute de la rentabilité, et ensuite Covid et autres, hein, puisque ça c'était en 2019. Donc 2020 arrive le Covid, plus une tonne de développement pour rester au niveau et pour contrer Google, AdWorks et autres concurrents. Eh bien, je peux vous dire que le CTO, il n'a pas fait 40 heures par semaine et il n'a pas fait non plus de technique, il a fait que de l'humain, à essayer de rebâtir son équipe dans ce modèle Spotify en essayant de les écouter, de les motiver, à rester et 2, à adhérer au nouveau projet sur local. Donc, rien n'est gagné. Hein, ils sont sortis déjà de premiers, ils ont réussi à rembourser quand même leurs échéances, hein, et à rééchelonner aussi un peu la dette. Donc il y a eu un projet financier pour rééchelonner la dette. Rien n'est gagné parce que le marché de la publicité locale est quand même un marché très très compliqué. Surtout avec des concurrents et des acteurs comme Google ou autres. Et donc, mais j'espère que ce local sera encore une très très belle ETI française. Ce local fait de l'ordre de 400 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est combien de collaborateurs aujourd'hui ? C'est 2500, 3000. D'accord. Et c'est une transformation qui a été brutale au regard des événements. Aujourd'hui, leur projet justement de digitalisation est bien sûr toujours en cours, mais comment ils voient justement l'avenir ? Parce que la difficulté, elle est là aussi, c'est de dire, bon ok, j'ai sorti la tête de l'eau, je commence à respirer, mais ça serait bien de nager. Oui. Bah, là, pour le coup, je n'ai pas encore la réponse, hein, parce que, comme je l'ai dit, tout ça s'est passé pendant la période de Covid et de confinement. Enfin, il y a eu une grande partie qui s'est passée durant l'année 2020. Et la clientèle de ce local, c'est quoi ? C'est des artisans, c'est des commerçants, c'est des TPE, des TPI. Hein. Et donc, elles ont été fortement touchées. Hein. Les commerces ont été non essentiels, ont été fermés. Donc, ils n'ont pas fait de publicité. Les restaurants n'ont pas fait de publicité, ni de marketing, ni de campagne marketing, ni les entreprises d'ailleurs. Ça veut dire qu'ils pourraient aussi potentiellement réfléchir demain à partir sur un autre marché une fois que le modèle Alors, je pense que là, ça serait compliqué. Ouais. Là, je pense que ça serait compliqué pour connaître bien le CTO. Je vois pas aujourd'hui. Je vois pas aujourd'hui comment ils pourraient véritablement. Alors, ils peuvent faire évoluer un petit peu leur modèle, mais en changer complètement, pivoter complètement, ça me paraît. Autant une start-up peut le faire, autant une start-up peut le faire quand ils sont 10, autant là, au niveau d'une entreprise. Pivoter, c'est plus compliqué. C'est comme les paquebots. Hein. Je pense que Yannick peut faire des choses qu'un commandant de paquebot peut difficilement faire. On a parlé beaucoup il y a de la technique et de la technologie à travers la digitalisation. On l'a vu, des méthodes, l'agilité, effectivement la résilience est proche de l'acceptance, donc du partage avec ses collègues, ses collaborateurs. Il y a un sujet qui est très important. On en a parlé, ou du moins les intervenants en ont parlé à travers le recrutement. Mais il y a surtout la formation, ce qu'on a appelé aussi communément le reskilling, puisque à un moment on s'est retrouvé avec des gens mécaniquement qui ne pouvaient plus travailler en l'état et donc sur lesquels il fallait se reformer. On voit bien qu'aujourd'hui, les entreprises ont envie de mettre en place des processus de formation pour être beaucoup plus performants, mais on ne peut pas former tout le monde à tout. C'est une vraie problématique, ça aussi. Oui, c'est vrai, mais on revient
un sujet qu'on a un peu abordé tout à l'heure, qui était de savoir quel était le cœur de métier. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, Hermès a une école interne pour former ses selliers. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de formation à l'éducation nationale, ni dans le privé, pour apprendre encore à traiter le cuir et le travailler comme le demande une entreprise de luxe comme Hermès. Et donc, devant le manque, elle a créé ses propres écoles. Alors quand je parle de selliers, ça vaut aussi, par exemple, pour l'horlogerie. Ça vaut pour un certain nombre de métiers. Et quand je fais aujourd'hui l'analogie avec le numérique et le digital, aujourd'hui, on sait très bien qu'on est dans un modèle pénurique et qu'on va le rester. C'est ce que disait un peu Madame la présidente de région. Aujourd'hui, la pénurie des acteurs digitaux, des informaticiens, elle est là, et elle est là pour encore beaucoup de temps. Et donc, alors elle parlait de recrutement, mais je pense qu'avant le recrutement, il faut déjà aussi essayer de garder ce qu'on a à la maison. Et pour garder ce qu'on a à la maison, l'entreprise n'est pas que rémunératrice. Donc elle doit offrir autre chose que juste un bulletin de paye et un virement sur le compte. Et parmi les choses qu'elle doit assurer, c'est effectivement la formation. Et je crois que demain, toutes les entreprises, et notamment S2I, devront définir quel est le corps de compétences dont elles ont besoin, et auront besoin d'avoir des écoles internes, comme à la manière d'Hermès, dans lesquelles elles vont former des gens qui ne sont peut-être pas forcément, a priori, issus des écoles d'ingénieurs ou de l'université et du monde du digital ou des formations du digital. Je pense que les besoins étant ce qu'ils sont, et alors c'est une pénurie en France, mais c'est une pénurie en Europe. C'est une pénurie en Europe de l'Ouest, c'est une pénurie en Europe de l'Est. Donc on n'est pas... comment dirais-je, la solution n'est pas d'aller chercher des Biélorusses ou des Ukrainiens ou des Polonais. La situation est peut-être un petit peu moins tendue que chez nous, mais elle se tend là-bas aussi, et de plus en plus. Donc vraiment, la première conseil que moi je pourrais donner, c'est de bien savoir ce que l'on a envie de faire. On revient au plan stratégique. Quels sont les corps compétences dont on a besoin, et faire en sorte qu'on puisse former les collaborateurs que l'on a dans la maison, et aussi former des nouveaux recrutés mais qui ne seront pas forcément issus des traditionnelles formations numériques. Et j'allais dire, je crois qu'on va être pris par le temps là, mais il va être bientôt temps de conclure. Mais effectivement, comme disait, je crois, c'était Monsieur Le Foll ce matin, donc Macron va annoncer un plan à 30 milliards pour des investissements d'avenir. Et donc, ils ont choisi un certain nombre de filières. Les semi-conducteurs, les batteries pour les véhicules électriques, et puis aussi la filière hydrogène. Mais là, je peux vous donner un exemple. La filière hydrogène. Et donc, dans son plan, il va y avoir un volet assez important, significatif, sur la formation. Pourquoi ? Parce que personne n'est compétent en France sur ces sujets, aujourd'hui. Ou en tout cas, pas suffisamment. Et là aussi, on est en pénurie. Je prends un exemple. Un de nos gros clients, Airbus, il veut étudier aujourd'hui les futurs avions, et notamment la capacité de voler à l'hydrogène. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'ingénieurs qui maîtrisent, qui connaissent ce type de technologie pour pouvoir faire avancer les projets. Donc, je reviens à ce que disait Yannick, les hommes, les hommes, les hommes. Ce que disait le Chief Technical Officer de ce local, les hommes, les hommes, les hommes. Je pense que le vrai sujet, c'est pas tellement le digital, c'est les hommes qui vont en faire. C'est surtout qu'on voit effectivement qu'un nouveau terme est utilisé, employé au niveau des RH, parce que souvent,
il y avait un triptyque gagnant, il y avait le diplôme, il y avait la compétence, il y avait potentiellement l'expertise. On voit bien qu'avec la Covid, on a amené une composante supplémentaire, la formation, tu l'as dit. C'est une des raisons pour laquelle effectivement beaucoup d'entreprises lancent leur propre système de formation. S2I n'est pas une exception puisqu'il existe S2I Learning depuis des années pour former leurs ingénieurs. Mais là où je veux en venir, c'est que de plus en plus, on voit le mot employabilité qui arrive. Hein. On mesure de plus en plus l'employabilité du collaborateur. Et dans l'employabilité, on rajoute justement un bout de résilience, un bout d'agilité, d'avoir la capacité à se former, à faire du reskilling. Ça sera ça peut-être demain, la bonne clé d'entrée? Ce qui est sûr, c'est qu'on le voit de plus en plus dans les critères de recrutement. Les soft skills prennent de plus en plus prennent le pas, mais en tout cas sont de plus en plus mis en rapport avec les hard skills. Pourquoi? Parce que quand on a des soft skills, donc traduire en français, un savoir-être, une curiosité naturelle, par exemple, ça peut permettre effectivement de se former plus facilement et d'être plus ouvert à changer de technologie, changer de métier, évoluer à l'intérieur de l'entreprise sur de nouvelles fonctions, sur de nouveaux métiers, de nouveaux postes, de nouvelles technologies. Quand on est sur des hard skills, souvent, ça conduit à être vraiment dans une notion d'expertise et une expertise qui, au fur et à mesure du temps, devient de plus en plus pointue, mais aussi réduite, avec un spectre réduit, et ce qui peut devenir problématique pour une entreprise. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, je pense qu'effectivement, dans nos recrutements, en tout cas au sein de S2I, on fait de plus en plus attention au fait que les personnes doivent être en capacité de comprendre qu'elles vont devoir se former très très fréquemment au sein de leur vie dans l'entreprise et peut-être même d'évoluer très rapidement vers de nouvelles fonctions. De façon aussi plus générale, pendant très longtemps, les industries, les entreprises étaient plutôt avec une variable d'ajustement qui était le temps passé. C'est-à-dire que globalement, on savait qu'un opérateur sur ligne allait passer X heures par jour, produire potentiellement X pièces. On savait qu'un informaticien allait sortir X code. Avec ce système de télétravail où les gens ont travaillé à l'extérieur, on a appris ce que voulait dire le mot confiance. On sait aussi aujourd'hui que la confiance coûte moins cher que le contrôle. Mais on a changé de facto le paradigme en disant on gère plus le temps passé. Maintenant, on va gérer le résultat, quels que soient les moyens, quelle que soit la façon dans laquelle on a abordé le sujet, le résultat sera la seule variable d'ajustement. Et ça aussi, ça va changer dans la tête des gens. Ah oui, bien sûr. Et nous, dans notre modèle, avec nos clients, on le voit bien. C'est-à-dire qu'effectivement, la proximité, c'est-à-dire l'intégration de collaborateurs dans les équipes et in situ chez nos clients était très très souvent une obligation, une contrainte. Avec le Covid, on a vu, aussi bien côté client que côté fournisseur, que c'était un modèle qui pouvait être largement dépassé, ou en tout cas que travailler à distance. Alors nécessiter évidemment des modes de management et de modes de gestion de projet qui étaient un peu différents, mais que par contre la performance n'était pas forcément une variable d'ajustement. C'est que la performance était là, mais par contre effectivement il faut adapter un certain nombre de choses dans la manière à la fois de manager les équipes et de manager le projet entre le client et son fournisseur. Dernière question, parce que je ne sais pas s'il y a un maître du temps. Non, c'est bon, c'est encore bon? 10 minutes. Bon, bah, si les gens veulent après. Bon, 5 minutes, c'est comme vous voulez, mais c'était 5 minutes hors taxe, c'est ça, en fait, c'est pour ça que ça fait 10. Aujourd'hui, quand tu regardes justement devant, effectivement, ça fait très longtemps que tu accompagnes des entreprises. Très longtemps. Oui, enfin bon, hein, on va dire, on va s'arrêter à très longtemps. Quelle est ta vision justement sur les entreprises? Tu parlais des licornes, mais indépendamment de ça, aujourd'hui, quel est ton regard extérieur sur les entreprises, l'évolution dans justement la digitalisation, la numérisation, la transformation digitale des entreprises? C'est quoi ta
ta vision par rapport à ça? Je crois que quand on ne sait pas, il faut avoir le courage de dire on ne sait pas. Et donc moi, je dirais je ne sais pas. Je pense qu'il y a des mouvements qui sont un peu contradictoires et paradoxaux. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, des mouvements de plus en plus brutaux, que ça soit de la sphère politique, que ça soit de la société, hein, avec la volonté de la société qui impose un certain nombre de contraintes aux entreprises. Alors, quelquefois à juste titre, hein, quand il s'agit par exemple d'environnement, de décarbonation et ainsi de suite. Quand on voit de toute façon les catastrophes naturelles, où on a eu le Covid 2019, est-ce qu'on aura la Covid 2023 ou 2024 on n'en sait rien. Donc ça amène à à être très humble face au futur. Et en tout cas, de rester, me semble-t-il, c'est d'être très très pragmatique et d'essayer d'être le plus agile dans sa tête et dans ses actions, en essayant de comprendre ce qui est important de ce qui ne l'est pas, et ça c'est pas facile, de ce qui est accessoire, c'est pas facile, mais en tout cas d'être toujours aux aguets. Hein, parce que les attentes de nos clients aussi évoluent, les attentes, je l'ai dit, de nos collaborateurs évoluent aussi, les attentes de la société évoluent, et donc il faut être très soucieux de veiller à ces mouvements et de faire en sorte que l'entreprise puisse, si elle veut perdurer, et être toujours rentable, ce qui est quand même une des finalités des entreprises, pour perdurer, eh bien, c'est un vrai sujet. Moi, ce que je te propose, je vais garder mes boules en verre dans un coin, et puis il n'y en a qu'une seule qui rebondit, c'est celle du travail, c'est ça. Hein, on garde celle-là parce qu'on sait qu'on rebondira toujours. Ah oui. On est d'accord. Absolument. Bon, on a tenu, c'est bon. C'est magnifique. Bon, ben voilà. Merci beaucoup. Il y avait des questions. On a fait un duologue, mais ah, il y avait une question. Bonjour, Alain Philippe, entreprise Sourio. Donc on fait des connecteurs, des prises de courant depuis 1917. Ouais. Donc vous voyez, ouais. C'est très résilient. Il y a beaucoup de. Vous étiez filiale de Framato à une époque. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, bon, c'est une entreprise très industrielle qui fait des produits qui ont 100 ans de durée de vie parfois. Ouais. Donc la difficulté là, elle est forte parce que le business model, il n'est pas attaqué. Et dans vos exemples que j'ai entendus, il y avait souvent, c'est le PDG qui prend la main parce que sinon ça ne marchera pas. Il faut qu'il soit sponsor, il faut mettre une équipe projet, c'est transverse, etc. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est valide effectivement pour des entreprises qui sont au bout du rouleau. Et finalement, la digitalisation peut les sauver. Mais sur des entreprises industrielles, souvent, ce n'est pas le cas. Et dans ce cas-là, comment vous voyez la digitalisation? Est-ce qu'elle est plutôt portée par des gens qui sont là depuis 20 ans, 50 ans dans l'entreprise, qui ont monté dans la hiérarchie et qui donc ne sont pas vraiment tournés vers le digital? Ou est-ce que ça ne vient pas du bas avec d'autres schémas d'organisation, avec finalement des possibilités de digitaliser dans chacun au niveau de l'opérateur, par exemple, qui pousserait son projet? Alors, je vais essayer de vous répondre. Votre question est très intéressante. Alors, première réflexion que je pourrais donner, et c'est de dire que les entreprises qui vont bien, c'est un moment dans leur vie, mais à un moment donné, elles peuvent aussi aller mal. Donc, je ne vous souhaite pas d'aller mal chez Sourio, hein, mais j'allais dire, l'avenir n'est jamais écrit, donc vous allez bien et vous avez été très bien depuis très longtemps. Est-ce que demain vous irez encore bien? J'en sais rien. Hein. Et donc, il vaut mieux s'y préparer. Deuxième aspect, on a un client industriel, par exemple, qui est très ancien, qui a beaucoup d'usines. Eh bien, il y a quand même une forme de compétition entre les usines pour être l'usine qui sera la plus innovante, celle qui sera la plus efficace,
celle qui aura les outils les plus digitaux. Et là, c'est pas venu forcément de la direction générale, mais ça peut venir du directeur de l'usine. On a un exemple très précis au sein de S2I sur un client dans lequel, effectivement, alors je ne dirais pas c'est venu du bas, parce que c'est quand même le patron de l'usine, mais en tout cas, il s'est dit, moi, je suis le patron de l'usine de, je ne dirais pas la ville, qui n'est pas très très loin de Tours. Je l'ai dit, c'est Tours. Bon. Donc, c'est l'âge. Oui, c'est l'âge. Et donc, qui s'est dit, mais je ne peux pas rester à la traîne, et donc il faut que je refasse, en fait, que je digitalise tous mes processus au sein de l'usine. Et c'est venu avec son équipe et ses collaborateurs. Donc je pense qu'effectivement, alors je ne sais pas si c'est le bas dont vous parliez ou si c'est le haut, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on voit bien effectivement que ça peut aussi venir du bas. Et que souvent, effectivement, ça n'est pas forcément... le haut ne s'en occupe que, effectivement, je vous rejoins, que lorsqu'effectivement, ils se sentent très, très attaqués. Mais attention, parce que si, effectivement, on ne fait pas attention, on peut devenir très, très vite attaqué. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez très bien pour l'instant, mais que demain matin, qu'en sera-t-il ? Oui, puis on a d'autres exemples d'industriels qui, globalement, ont utilisé essentiellement la digitalisation par rapport à des souffrances métiers. C'est-à-dire que, comme ce qui rythme l'industrie, l'usine, c'est le nombre de produits sortis, les bits qui vont en face. Mécaniquement, on essaye d'apporter des solutions digitales pour répondre à un besoin ponctuel. Ça peut être la finance, ça peut être la GPAO, ça peut être un tout autre. Et c'est vrai que la difficulté, quand on rediscute avec les industriels, c'est qu'ils n'ont pas obligatoirement réfléchi à la notion de service, c'est-à-dire global. Et donc la difficulté, c'est que on a traité un problème particulier, mais il n'y a pas eu d'interconnexion. Ce qui amène un autre souci, tout à l'heure on parlait de data, parce que les gens regardent peut-être des fois trop certaines télévisions et qui pensent que leurs données valent de l'argent, mais c'est comme une maison, elle ne vaut que au prix où elle est vendue, autrement elle ne vaut rien. Là où je veux en venir, c'est que si déjà les données transitaient intelligemment et correctement entre les différents métiers, ça éviterait peut-être à certaines personnes de les saisir 10 fois et donc potentiellement de créer des fautes de frappe. Enfin, là où je veux en venir, c'est que il faut effectivement que chaque système ou microsystème discute entre eux, mais dans un esprit de notion de service. C'est-à-dire que la volonté première de Souriau, c'est de faire effectivement du faisceau dans différents domaines, mais elle est plutôt, elle serait plutôt à se traduire sur un service rendu. Et en fonction du service que l'on rend, mécaniquement, on n'y met pas les outils de la même manière. Et donc, comme on n'y met pas les outils de la même manière, on n'implique pas non plus les collaborateurs de la même manière. Et c'est ça qui est important. Et c'est effectivement là où a raison Gérard. Souvent, c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Hein. C'est ce qu'on dit souvent. Et donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dise le mur, on le casse. Et souvent, c'est le patron. C'est le patron parce que c'est avec son pognon, parce que c'est lui qui a hypothéqué, c'est lui qui a dit au board qu'il fallait mettre X millions d'euros. Et donc, mécaniquement, c'est vraiment un acte de défense. Et quand on veut faire de la prospective, je pense que, comme le dit Gérard, il faut que ça parte d'un peu plus bas, il faut que ça soit beaucoup plus partagé. Et encore une fois, on revient à l'aspect humain. Combien de clients on voit au quotidien qui nous disent mais on nous a pondu des outils, mais je pense que les gens l'ont fait pour eux, mais pas pour les autres. Voilà. Et en fait, c'est ça. Hein. Il faut véritablement se mettre à la place du client parce que le vrai patron dans une boîte, c'est ni le PDG ni l'actionnaire. Hein. C'est le client à partir du moment où il peut aller dépenser son argent ailleurs. Hein. Si on a compris ce précepte de base, mécaniquement, on voit notre business model complètement différemment. J'arrête. Merci. Okay, j'arrête. Non, mais c'est que le temps passe. En tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup, Éric Gourmel et Gérard Lardy. Entreprise S2I, on va continuer à développer ces sujets lors de la prochaine table ronde. Le paradoxe de la digitalisation, vous l'avez un petit peu abordé, oui, c'est vrai qu'il y a un paradoxe. C'est un levier de performance évidemment pour l'entreprise, mais ça peut être aussi, on le sait, une porte ouverte aux cyberattaques. Et malheureusement, l'actualité nous l'a démontré ces derniers temps.
Sur cette scène, nous allons accueillir Jackie Julienne, responsable études labo électronique, robotique, automatisme chez Renault Le Mans. Olivier Perpenat, officier conférencier attaché au ministère de l'Intérieur, à la Direction générale de la sécurité intérieure et à la DTSI de Nantes, c'est-à-dire la Direction des technologies et services de l'information. Et puis enfin, Antoine Surgaud est responsable industrie du futur et business pour ID Car on vous laisse 5 minutes peut-être pour souffler et on laisse nos intervenants s'installer tranquillement autour de cette table.